Chers amis, bonjour et bienvenue dans Décideurs de la santé, la nouvelle émission de Décideurs TV. Comme vous le savez, cette émission est en direct, ce qui veut dire que vous pouvez nous voir, nous écouter bien sûr, mais aussi poser des questions à nos invités en direct et mes invités se feront un plaisir de répondre à vos questions. Alors c'est vrai que les nouvelles techniques de communication et d'information, que l'on n'appelle plus d'ailleurs les nouvelles, on les appelle les TIC, elles ont pris une place importante dans notre vie de tous les jours. Et comme toujours, le monde de la santé y a vu une possibilité de progrès, aussi bien dans les relations interprofessionnelles que autour de la santé de nos concitoyens. Aujourd'hui même, le ministre de la Santé a présenté les orientations du projet de santé, et parmi elles, une croissance annuelle de 4 à 7% par an de la e-santé. C'est quand même bien. Et effectivement, ce numérique, le digital, s'est introduit dans le monde de la santé et les projections montrent une véritable explosion pour le bien, évidemment, des patients qui sont au bout de la chaîne. C'est toujours à eux qu'on pense. Alors, en revanche, si les techniques sont déjà là, les concrétisations dans la vraie vie ne sont pas toujours au rendez-vous. Nos invités nous diront pourquoi. Alors, pour débattre de cette révolution, j'ai le plaisir d'accueillir deux acteurs incontournables de la e-santé et de la télémédecine. Tout d'abord, Laurence Lafont, qui est directrice de la division du secteur public chez Microsoft, et Pierre Traîneau, qui est directeur général du CATL. Laurence Lafont, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes diplômée de Supélec. Absolument. Et vous avez démarré votre carrière chez France Télécom, puis Oracle en 2001. Vous y êtes resté d'ailleurs quelques années, 9 ans. Puis Nokia, et enfin Microsoft. Pierre Traîneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en informatique industrielle et intelligence artificielle. Vous pourrez m'en distiller un petit peu, j'en ai besoin. Oui. Et vous avez... si vous voulez. D'accord. Et vous avez cofondé le CATL, qu'on appelait à l'époque le Club des acteurs de télésanté. Et vous êtes un des papes de la télésanté, avec notamment votre congrès annuel qui s'appelle Journée Télésanté. La dernière a eu lieu en fin mars. Très bien, on va commencer par Pierre. Pierre, vous allez juste nous donner une définition, voire la différence entre e-santé et télémédecine. Avant même de donner la définition de la e-santé et de la télémédecine, il est intéressant de mettre en perspective ce qui est en train de se produire aujourd'hui. En 1892, Jules Verne, lorsqu'il écrivait Le Château des Carpathes, parlait déjà de la possibilité pour deux personnes, il parlait de l'invention du téléphone, et évoquait l'idée que ces deux personnes puissent échanger face à face, comme si elles étaient dans un même lieu. Et il ajoutait, il est même possible qu'elles se voient grâce à des fils reliant des glaces, des miroirs. Un siècle après, c'était en 1892, un siècle après, Internet est arrivé, c'est la naissance d'Internet dans le début des années 90. Et c'est dans cette période-là, dans cette décennie-là, que une vingtaine d'acteurs pluridisciplinaires, professionnels de santé, industriels, chercheurs, collectivités territoriales, associations de patients, usagers, ont décidé de fonder CATL, ce club qui réunit l'ensemble de ces acteurs pour contribuer donc, à développer la télémédecine. À l'époque, nous parlions que de télémédecine. Deux périmètres sont à considérer pour ce sujet, parce que ça n'échappe plus à personne. Donc le numérique nous a envahis au quotidien, à la maison, au travail. Il n'y a pas de raison que la santé puisse y échapper. Deux périmètres sont aujourd'hui à considérer. Donc la télémédecine, qui est définie aujourd'hui dans la loi. Donc on parle de téléconsultation par exemple. Donc dans le domaine de la psychiatrie, un psychiatre peut procéder à une consultation d'un patient à distance. On peut parler de téléexpertise, c'est le cas de la cancérologie par exemple. On peut parler de téléassistance médicale, c'est là le cas par exemple de la prise en charge des plaies où effectivement un expert peut assister un autre professionnel de santé au chevet du patient. Et on peut parler également de télésurveillance médicale lorsque effectivement dans le cas de maladies chroniques, d'insuffisance respiratoire, d'insuffisance cardiaque. Donc ça c'est la télémédecine. Et plus largement, la e-santé, qui est un périmètre plus général, plus global, englobe
les aspects davantage donc autour du téléconseil, le domaine de la prévention, de l'éducation thérapeutique, des soucis que nous avons tous aujourd'hui de suivre notre alimentation, notre activité physique, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le quantified self qui permet à tout à chacun de mesurer, d'évaluer finalement ses modes de vie. C'est là le périmètre beaucoup plus large, beaucoup moins défini, puisque pour le coup il n'est pas défini par la loi, présentant un potentiel encore plus vaste. On va avoir l'occasion d'en reparler. Alors Laurence, comment une société comme Microsoft, et pourquoi s'est-elle intéressée à la santé ? À la santé d'abord et ensuite à la e-santé. À la santé d'abord et ensuite à la e-santé. Depuis de très nombreuses décennies, Bill Gates, de même qu'il s'est engagé très fortement sur le sujet de l'éducation et de l'usage du numérique ou des nouvelles technologies dans l'éducation, a souhaité également investir, orienter nos équipes de recherche et développement sur le sujet de la santé parce que nous sommes aussi convaincus que le numérique peut avoir un apport majeur pour moderniser, faire évoluer, améliorer les techniques de soins vis-à-vis des patients. Donc c'est une histoire de longue durée, je dirais, cet engagement de Microsoft dans le domaine de la santé. Quelques actions concrètes que nous menons. Alors nous travaillons bien sûr sur l'amont, l'innovation, la R&D, la recherche fondamentale, parce que c'est aussi par là que cela commence. On travaille avec l'INRIA, par exemple, aujourd'hui, sur un projet autour du big data pour mieux comprendre et mieux appréhender quelques maladies cérébrales. Voilà. Ça nécessite des capacités de calcul extrêmement importantes qui, il y a quelques années, n'étaient pas disponibles et qui, aujourd'hui, finalement, dans les technologies de cloud, sont à la portée de ces institutions. On est également, en termes d'action, très présent auprès des hôpitaux, pour accompagner leur modernisation par le numérique. Alors bien évidemment, on parle de télémédecine, de téléexpertise, mais aussi finalement d'utilisation de technologies telles que les smartphones pour améliorer la relation entre l'hôpital et le patient. Aujourd'hui, 95% des hôpitaux en France utilisent les technologies standards Microsoft pour moderniser et mettre en œuvre ces nouvelles solutions. Et puis enfin, dans le domaine de la e-santé, les objets connectés, l'hospitalisation à domicile, le bien-être, etc., sont effectivement des domaines dans lesquels nous investissons également beaucoup pour innover et apporter toujours plus d'usage pour les patients. Des exemples concrets ? Alors, j'ai 2 exemples concrets que je peux partager. Un autour d'une technologie qui s'appelle Link, qui est une technologie standard d'entreprise. Et je rejoins le point qu'il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, le secteur public et la santé en particulier soient laissés de côté par rapport à toute l'innovation que le numérique permet dans les modes de fonctionnement, les modes de travail et dans nos modes de vie au quotidien. Link, c'est une technologie de téléconférence, donc classique, que nous utilisons pour de la téléexpertise. Donc l'hôpital de Toulouse, par exemple, le CHU de Toulouse, utilise Link pour mettre en relation des professeurs d'une spécialité avec d'autres quand il y a besoin d'intervenir à distance en urgence pour traiter d'un cas. Et là, on travaille vraiment sur le confort du patient, sur l'efficacité dans le soin en utilisant ces technologies. Le deuxième exemple, qui est peut-être moins connu, c'est Kinect. Kinect, je ne sais pas si vous avez une Xbox chez vous, j'espère. Vos enfants. Vos enfants, voilà. Donc, vos enfants utilisent une Kinect, qui est ce boîtier qui permet finalement une interface naturelle avec le jeu à la maison. Eh bien, Kinect aujourd'hui est utilisé dans le domaine de la santé pour, par exemple, dans le bloc opératoire, pouvoir naviguer au niveau des images, des radiographies, sans avoir à les toucher. Autre type d'exemple. Une caméra qui vous une caméra qui va suivre absolument, analyser vos mouvements, qui va vous permettre d'avoir un accès à de l'information sans pour autant avoir le risque de bactéries au sein du bloc opératoire. Alors justement, cette explosion de la e-santé a permis donc l'apparition de nouveaux métiers. Pierre Trédon, quels sont ces nouveaux métiers ? Les nouveaux métiers, on peut considérer qu'il y a d'une part les métiers qui évoluent et d'autre part peut-être la création de nouveaux métiers. Parlons d'abord des métiers qui évoluent. La e-santé introduit des approches différentes. Tout d'abord, le professionnel, si on parle du professionnel de santé, est face à une alternative. Parfois, aujourd'hui, c'est est-ce que je consulte en présentiel au sein de mon cabinet ou est-ce que je consulte à distance donc c'est de plus en plus, on va se retrouver dans une situation où effectivement la télémédecine, la e-santé va proposer une solution alternative à la médecine traditionnelle. Donc on voit bien là comment le métier de professionnel de santé va évoluer. Au moment où effectivement il va demander à son patient de se déplacer à tel ou tel endroit, il va devoir se poser la question de savoir mais est-ce que c'est un déplacement physique ou est-ce que c'est un déplacement virtuel ? Il y a un deuxième changement qui est important, c'est l'approche collaborative.
L'approche collaborative, qui est donc induite par ces technologies, va pousser, va encourager, va faciliter une activité qui va être pluridisciplinaire, en équipe pluridisciplinaire, pour la prise en charge d'un patient par une équipe médicale. Et d'ailleurs, cette approche collaborative est aussi vraie pour les industriels et pour la filière industrielle. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est donc deux changements majeurs concernant les métiers qui existent déjà. Et je voudrais ajouter que cette évolution donc est importante et doit être accompagnée de formation, de conduite de changement, de méthode. Et là, les besoins sont extraordinairement importants. Et pour terminer sur cette question de métier, il faudrait développer finalement peut-être les thèmes où les métiers peuvent être considérés comme de nouveaux métiers. Il y a un acte qui est très important, c'est l'acte de la coordination. On a parlé de l'approche collaborative. Ça ne peut pas passer sans hommes, femmes, dédiés à la coordination, formés pour la coordination, coordination des équipes justement, coordination du parcours de soins, puisqu'on parle de plus en plus de parcours de soins entre le monde médical, médico-social, social, puisqu'effectivement, on le sait, tout à chacun, on a envie, même si on est dépendant, en perte d'autonomie, on a envie de vivre chez soi, à la maison, de vieillir chez soi, à la maison. Si on est malade chronique, on a envie de finalement vivre comme les autres, diabétiques, insuffisants cardiaques, etc. Et puis si on est en bonne santé, on a envie de le rester. Donc on est motivé pour suivre ces modes de vie et on voit bien là comment il est intéressant de suivre ce parcours et faire en sorte que les nouveaux métiers ou les nouvelles personnes formées s'intéressent à cette question plus transversale liée au parcours du patient. Laurent, chez Microsoft aussi, vous avez suivi et accompagné des nouveaux métiers ? Suivi accompagné des nouveaux métiers, oui. Enfin, je dirais qu'on est plus dans l'accompagnement du changement lié à l'utilisation de ces nouvelles technologies vis-à-vis de praticiens dans le domaine de la santé. Je vais vous prendre un exemple là aussi assez intéressant. On mène actuellement un premier projet avec l'hospitalisation à domicile, donc au niveau de la PHP, qui consiste à équiper d'une tablette un patient hospitalisé chez lui. Cette tablette, elle va permettre finalement à l'ensemble des personnels, des différents métiers qui se coordonnent pour offrir des soins à cette personne, et bien de se synchroniser, d'avoir accès à une information de qualité, les informations relatives aux patients, etc., se laisser des notes d'une manière extrêmement sécurisée. Donc on impacte, je dirais, la façon finalement dont les personnels de santé vont opérer leur métier au quotidien par l'utilisation de ces nouvelles technologies, avec toujours un focus extrêmement fort sur l'usage et le bénéfice également pour le patient. Alors vous disiez justement les technologies sont là, absolument, pas de problème. Mais on a l'impression quand même que les choses n'avancent pas aussi vite qu'elles devraient avancer. Quels seraient les freins, Laurence ou Pierre ? Alors justement, ce sont des réflexions que nous menons très régulièrement depuis plus de 15 ans que Catel existe, et à chaque fois nous franchissons une étape. Et les étapes qu'il y a à franchir aujourd'hui ont été définies dans le cadre d'une réflexion pluridisciplinaire au sein de Catel. On a produit un livre blanc pour finalement élaborer des préconisations pour l'e-santé en 2014. Et nous avons été heureux que ce livre blanc ait été préfacé par Marisol Touraine, qui nous a dit comment elle allait l'utiliser dans sa stratégie nationale de la santé qui a été présentée. Et ce qui est intéressant quand on regarde, en 2-3 mots, je ne vais pas vous livrer l'ensemble du livre blanc, aujourd'hui je dois être concis, c'est... Même en deux mots, allons-y. Quelques mots. Ce qui est important peut-être de relever, et ce dont on n'a pas parlé encore, puisqu'on a parlé de conduite du changement, on a parlé d'accompagnement, et là c'est vraiment très très important, il nous faut parler de l'évolution du cadre économique, et il est à souligner que aujourd'hui, les tutelles ont pris la mesure de ce besoin d'évolution des modèles économiques, et des expérimentations sont portées par un certain nombre de régions en France pour identifier finalement des modèles innovants économiquement parlant.
Et ça s'appuie principalement sur effectivement le financement d'actes médicaux à distance. Mais nous, dans le livre blanc, nous en parlons, nous aimons imaginer qu'il puisse y avoir une approche globale du financement de la santé, de la e-santé, parce qu'on le voit bien, les dépenses, les trous sont chaque année récurrents, on a du mal à les combler, les dépenses de santé vont encore augmenter, il nous faut inventer d'autres modèles, probablement s'appuyer sur non seulement les actes, mais les forfaits, financer les forfaits, les dépenses de santé, financer également les actions de coordination dont je parlais tout à l'heure, coordination des activités télémédecine, et puis avoir une logique d'investissement à mettre en comparaison avec des retours sur investissement. Oui. Et il y a aujourd'hui, comme le font les entreprises en général, sur ce volet-là, sans oublier évidemment la mesure du service médical rendu et l'évaluation de ce service médical rendu qui est là est prioritaire, évidemment, pour développer l'égalité des chances, etc. Mais sur le volet économique, puisque nous en parlons, il est intéressant effectivement de constater qu'il y a des pistes d'économie, par exemple sur les transports, très certainement. Il y a des pistes sur la coordination justement du parcours du patient, comme j'en parlais tout à l'heure. Laurence ? Un point peut-être effectivement à rajouter par rapport à ces freins, le frein économique ou financier lié à ces investissements dans les nouvelles technologies nécessaires finalement pour amener cette innovation et développer la télémédecine ou la e-santé. Ce frein se réduit significativement aujourd'hui parce qu'on le voit, les technologies se démocratisent très fortement. On est de plus en plus dans la capacité à utiliser finalement des technologies standards pour supporter ces scénarios de télémédecine ou de e-santé. Donc on est sur un coût d'accès à la technologie de moins en moins important. L'autre élément qui est un facteur clé aussi aujourd'hui, c'est le cloud. La technologie de cloud permet à des entreprises, des startups de lancer à moindre coût. Non, mais aujourd'hui, le cloud permet finalement de lancer aisément ces services-là avec un coût d'accès très faible pour les établissements de soins ou pour même le grand public, alors qu'il y a 10-20 ans, l'accès à ces technologies était encore extrêmement onéreux. Et vous, votre vision en tant que société privée, qui contribuait, qui veillait à contribuer au développement du secteur public, il n'y a pas de frein réglementaire, il n'y a pas de... Alors après, il y a les freins réglementaires liés, je dirais, là je laisserai Pierre plutôt traiter ce sujet-là, mais liés bien évidemment à la télémédecine. Et est-ce qu'un acte pratiqué en utilisant un système de téléconférence peut être considéré comme un acte médical ou pas? Mais au-delà de ce frein-là, les technologies et l'usage... C'est un gros frein quand même, non? Que certains actes médicaux ne soient pas encore tarifés. Oui, c'est le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque les expérimentations en cours dans les régions seront terminées, d'ici quelques mois, nous aurons à la connaissance des premiers actes financés, actes médicaux à distance financés. Et, certains ont déjà démarré, en cardiologie notamment. Bien sûr. Surveillance des pacemakers. Il est intéressant d'aller plus loin, probablement plus loin que cela, avec une approche globale, comme je le disais tout à l'heure, voir de quelle façon, effectivement, le paiement au forfait peut être élaboré et voir de quelle façon, effectivement, il nous faut faire en sorte que ça devienne un véritable sujet de recherche. Aujourd'hui, quand on parle de recherche médicale, on cherche à finalement regarder quelle est la nouvelle molécule que l'on va mettre sur le marché, etc., pour améliorer la santé. Je pense que la recherche médicale doit explorer de nombreux autres champs sur les questions d'organisation, on en a parlé, sur les questions de conduite de changement, sur comment est-ce qu'effectivement on passe d'une expérimentation à un projet, un déploiement grandeur nature sur l'ensemble d'un territoire. Et nous devons également explorer les champs juridiques, les champs économiques de façon exploratoire pour produire progressivement de nouvelles façons de faire, s'adaptant finalement au paradigme qui est celui-là. Nous avons là une révolution qui est en marche. Il nous faut nous adapter sur ces différents niveaux. Seulement dans ce contexte un petit peu de crise économique, est-ce qu'on peut allier numérique et économie de santé ? Absolument. On a aujourd'hui les preuves même que des projets numériques permettent de réduire les dépenses de soins. Encore une fois, j'aime bien donner des exemples, ça concrétise les
choses, les Hospices civils de Lyon ont mis en place un système qui permet de vérifier dans les prises de rendez-vous auprès des patients qui viennent à l'hôpital, de vérifier, de renvoyer un message par SMS. C'est tout simple, un message par SMS pour redonner l'heure, la date du rendez-vous. Avec ce système-là, eh bien, ils garantissent un taux d'absentéisme très très bas pour les rendez-vous, et donc plusieurs millions d'euros, en fait, il y a un calcul qui a été fait par les HCL sur ce sujet, plusieurs millions d'euros sont ainsi économisés, juste en s'assurant que la personne qui a pris un rendez-vous, eh bien, vient effectivement à l'heure et au jour du rendez-vous donné. On aurait pu aussi penser que le DMP pouvait générer des économies de santé, et finalement on s'aperçoit que c'est un fiasco. Qu'en pensez-vous, Pierre ? C'est bien pour ça que sur le plan économique, sur le plan du financement de la télémédecine et de la e-santé, nous devons avoir une approche globale. Nous devons regarder avec prudence le fait que dans l'histoire, à chaque fois que nous avons rapproché finalement l'expertise médicale du besoin, à chaque fois que cette nouvelle offre de soins a été proposée, eh bien la demande a explosé. Et on comprend aujourd'hui la prudence de l'assurance maladie. Le DMP a été lancé il y a mais plus globalement, on comprend la prudence de l'assurance maladie sur ce sujet de la télémédecine et de la e-santé, qui peut avoir peur qu'il y ait une l'assurance maladie qui a été un frein ou les acteurs de santé qui n'ont pas utilisé? C'est l'assurance maladie en tout cas qui est prudente et qui fait attention à ce que effectivement la télémédecine démultiplie finalement l'accès à l'expertise médicale et par conséquent va permettre une certaine explosion des dépenses de soins. Enfin, il faut regarder cela. Pour revenir au DMP, ce DMP aurait pu générer des économies. Justement, ce qui est intéressant, c'est de regarder justement globalement cette question-là et regarder de quelle façon on peut peut-être limiter dans le cadre d'expérimentation les dépenses concernées, de façon à regarder plus les pistes d'économie. C'est-à-dire qu'il y a des pistes d'économie, il faut les identifier, et comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir une logique d'investissement pour avoir un retour sur investissement. Et c'est là où probablement l'assurance maladie pourrait faire davantage pour financer des évaluations médico-économiques dignes de ce nom, qui coûtent très cher, qui sont longues et qui devraient nous permettre d'y voir plus clair sur l'efficience de la télémédecine et de la santé et les solutions nous permettant en même temps d'améliorer les dépenses de notre système de santé au global. Et pour répondre juste à la question du DMP, parce que le DMP c'est important, c'est vrai qu'on avait l'espoir que c'était une source d'économie. Microsoft y a travaillé un petit peu, non, a collaboré. On n'a pas participé dans le détail au DMP. Juste après, je vous redonnerai la parole, mais c'est vrai qu'on en a parlé dans le livre blanc, justement, la télémédecine, si on la traite en priorité, on se rend compte qu'elle réclame le DMP, et non l'inverse. C'est-à-dire que c'est proposer d'abord le DMP sans télémédecine, c'est moins porteur que mettre en place d'abord la télémédecine. Évidemment. Et dès lors que vous mettez des professionnels de santé en collaboration à distance, ils réclament des dossiers partagés et c'est plus facile. Je pense que la démarche et la stratégie autour des territoires de soins numériques vont bien évidemment nécessiter la mise à disposition de ce DMP, l'utilisation de ce DMP. Je pense que c'est important aussi de remettre le patient, on parle souvent sans parler forcément du patient, et remettre le patient au cœur aussi du dispositif de soins, parce que finalement, c'est quand même lui qui est le premier concerné par le sujet. On a fait une enquête il n'y a pas très longtemps sur le thème de la prévention et du numérique, et on s'est rendu compte en fait qu'un des premiers atouts que voient les patients, enfin les personnes qu'on a interrogées au numérique, c'est l'accessibilité à leur dossier médical. Alors, pas par n'importe qui, bien évidemment, dans un contexte sécurisé, mais c'est le premier besoin exprimé par les patients. Quand même sur un sujet qui peut apparaître étonnant, eu égard au contexte effectivement aujourd'hui difficile autour du DMP. Donc voilà, il y a une vraie attente aussi des... cette sécurisation, elle est optimale ou pas? Est-ce qu'on est à un niveau de... Aujourd'hui, on est... technologie qui permet de sécurisation absolument. La technologie est là pour crypter, même. sécuriser, stocker, sauvegarder les données de manière tout à fait sereine. Mais ce sont de vraies questions. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un décret pour l'hébergement de données de santé permettant de faire la différence entre des données personnelles et des données de santé. Les données de santé ont donc un statut particulier, donc obligeant des fonctionnalités et des sécurisations particulières. Mais il est relevé aujourd'hui, et pas simplement en France, dans beaucoup de pays dans le monde, que la confiance des usagers et la sécurisation des systèmes sont deux éléments clés
qui, s'ils ne sont pas traités de bonne façon, empêcheront donc qui, eux, peuvent être des freins majeurs, de se développer. Absolument. Alors, on a parlé jusqu'à présent il nous reste 5 minutes, ça va très très vite. On a parlé de différents acteurs de la télésanté. On a parlé du secteur public, on a parlé des industriels, on a peu parlé des sociétés savantes, mais aussi du monde de l'assurance, les complémentaires, les mutuelles. Est-ce que vous pensez qu'elles ont une place dans ce domaine, et de quelle façon, Laurence ? Elles ont absolument une place dans ce domaine. Enfin, dans la réflexion que mentionnait Pierre sur revoir fondamentalement tout le modèle de financement et le modèle autour du parcours de soins, bien évidemment, elles ont une place majeure dans la réflexion, dans l'évolution du paysage de santé et de e-santé en particulier. On peut imaginer un remboursement de certains actes tarifés Bien sûr. Les financeurs sont multiples et c'est en cela que c'est complexe. Bien souvent, on focalise la question sur l'assurance maladie. C'est complexe, c'est un peu tant mieux quand même, non ? Qu'il y ait une diversité de... Bien sûr, mais dans le raisonnement, bien souvent, on s'adresse à l'assurance maladie, uniquement à l'assurance maladie. Évidemment, les complémentaires sont là, les assureurs sont là. On a aussi les caisses de retraite qui s'intéressent à ces sujets-là, parce qu'on le voit bien, c'est pas simplement les aspects sanitaires qui sont concernés, mais médico-social et social. J'ai envie de rappeler à ce stade-là, vous savez de quoi dépend notre bien-être. Plusieurs études même ont été conduites sur le plan mondial, dont une sous l'égide de l'OMS, qui rappelle que notre bien-être, notre santé bien-être, selon la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que 40% dépendent de nos modes de vie. Est-ce qu'on fume, on ne fume pas, est-ce qu'on marche, comment on s'alimente ? 40%. 30%, ce sont les aspects environnementaux, où est-ce qu'on vit, etc. 20%, ce sont nos gènes, et 10%, les soins médicaux. Tout cela pour montrer que, bien sûr, tous les organismes qui vont s'intéresser au-delà de la prise en charge médicale, de la prévoyance, de la prévention, évidemment, vont prendre une place très très importante dans les mois et années à venir. Alors j'ai une question, on a pas mal de questions. J'ai une question d'un internaute. La e-santé pourrait-elle être une solution au manque exponentiel de médecins en zone rurale ? En tout cas, ce n'est pas forcément la bonne façon de présenter les choses, même si c'est une bonne question parce que c'est une question réelle. Et on a fait le constat dans les projets que nous accompagnons, je vais penser par exemple dans les Hautes-Alpes, donc en montagne, je vais penser les îles de Bretagne, que là où la télémédecine est déployée, les territoires gagnent en attractivité. Et ça, c'est très intéressant parce que les collectivités territoriales, les élus, de plus en plus sensibilisés sur ces questions-là, qui avaient peur, il y a quelques années, de s'intéresser justement au numérique par peur de faire fuir finalement l'expertise ailleurs, pas simplement dans le secteur de la santé, mais dans tous les autres secteurs, se rendent compte qu'au contraire, ils retrouvent une certaine attractivité grâce au fait que, en plus d'être connectés au monde et de pouvoir finalement vivre comme si on était à Paris ou dans d'autres grandes agglomérations, on a en plus une certaine qualité de vie qu'on ne peut peut-être pas avoir dans les grandes agglomérations. Donc, et c'est là où c'est intéressant. Au contraire, je crois qu'il faut regarder cela avec vigilance, mais au contraire, essayer de travailler, lorsqu'on habite un territoire isolé, rural, à retrouver cette attractivité. Laurence, on parle de la mise à disposition des données publiques. Qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de e-santé et télémédecine ? Il faut déjà gérer cela avec beaucoup de précautions. On en a parlé tout à l'heure. Je pense que faire un travail sur les données, déjà les données publiques. C'est une révolution de mettre à disposition du grand public des données. Oui, mais il y a une vraie attente là aussi. Encore une fois, je pense que le public est très mature sur ces sujets. Maintenant, il faut éduquer. Il faut surtout réfléchir à quelles sont les données que l'on peut mettre à disposition et pour en faire quoi. Toute la logique, encore une fois, de l'usage de ces données doit être prépondérante. Et avant de se dire on va publier ou mettre à disposition l'ensemble des données, c'est quels sont les scénarios d'usage et quelles sont finalement les logiques de sécurisation de l'accès à ces données qu'il faut mettre en place. Donc voilà, il y a encore beaucoup de réflexions à mener sur ces thèmes très novateurs. Effectivement, encore beaucoup de choses à dire, mais hélas, nous n'avons que 30 minutes. À la seconde près, il me reste à vous remercier. Laurence Lafont, merci. Pierre Traîneau, merci. J'espère qu'on aura le plaisir de vous inviter à nouveau. Voilà, c'est ainsi que se termine cette deuxième émission de Décideurs de la santé sur Décideurs TV. Merci et à très bientôt.